Dans cette vidéo, nous allons traiter de la première étude de cas qui a pu être choisie donc par ton professeur et qui concerne la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, pour ceux qui ont traité la première étude de cas sur les mémoires de la Seconde Guerre mondiale, nous allons étudier un sujet type de dissertation, les historiens et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale. Grâce à ton cours, tu as pu te rendre compte qu'entre 1945 et aujourd'hui, plusieurs mémoires ont émergé et que les historiens ont adopté différentes positions face à ces mémoires. Et donc tout l'intérêt du sujet qu'on se propose d'étudier ici est de souligner cette relation entre le travail des historiens et ces différentes mémoires donc, qui ont émergé successivement depuis 1945. Donc c'est pour cette raison que nous allons adopter un plan chronologique pour traiter ce sujet, donc qui nous permettra de bien cerner l'émergence de ces différentes mémoires. Déjà, dans un premier temps, nous allons voir comment, entre 1945 et le milieu des années 70, le travail des historiens est rendu difficile par le poids d'une mémoire officielle qu'on qualifie de résistentialiste. Ensuite, dans un deuxième temps, nous allons voir comment les historiens se sont positionnés face à l'émergence de nouvelles mémoires. Pour enfin, dans un dernier temps, voir comment, cette fois-ci, ils se sont positionnés face aux problèmes posés par les mémoires de la Seconde Guerre mondiale. Pour traiter cette première partie, qui porte donc sur la période 1945, milieu des années 1970, il faudra, dans un premier temps, grand A, rappeler quelques éléments de contexte et montrer en quoi la France est bien un pays meurtri et divisé par les événements de la Seconde Guerre mondiale. Il faudra rappeler le poids de la débâcle de 1940, de l'occupation nazie et de la collaboration du régime de Vichy dans la mémoire immédiate de la guerre en 1944. Et c'est parce que le pays est ressorti profondément divisé et meurtri de la Seconde Guerre mondiale qu'à la Libération, le général de Gaulle propose une mémoire officielle du conflit, qu'on qualifie de mythe résistentialiste et qu'il définit notamment dans un discours resté célèbre et prononcé le 25 août 1944 dans l'Hôtel de Ville de Paris au lendemain de la libération de la capitale. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière. Donc dans cet extrait, le général de Gaulle définit le contenu de cette mémoire officielle résistentialiste qui s'impose jusqu'au milieu des années 1970 et qui présente une France unanimement résistante et qui s'est quasiment libérée toute seule. Ce mythe résistentialiste devient, au cours des années 50, la mémoire officielle de la Seconde Guerre mondiale, ce qui explique toute la censure que l'on fait à l'encontre des lectures alternatives du conflit, ce qui explique aussi l'amnistie rapide accordée au début des années 50 aux anciens collaborateurs. Et ce mythe résistentialiste connaît son apogée sous la présidence de Charles de Gaulle, où on organise toute une série de cérémonies qui glorifient l'image du résistant, à l'image du transfert des cendres de Jean Moulin en 1964 au Panthéon et au cours de l'oraison funèbre donnée à cette occasion par André Malraux. Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce en ayant parlé. Avec tous les rayés et tous les tondus des camps de concentration. Donc cette mémoire résistentialiste qui prend forme donc, dès la Libération connaît ses premières fissures à partir environ du milieu des années 1970. On assiste alors à l'émergence de nouvelles mémoires de la Seconde Guerre mondiale.
Au milieu des années 1970, on entre en effet dans un nouveau contexte politique d'abord. De Gaulle quitte le pouvoir en 1969 et meurt l'année suivante. On entre aussi dans un nouveau contexte générationnel. En effet, une nouvelle génération arrive à l'âge adulte, c'est une nouvelle génération qui n'a pas connu la guerre et qui est donc moins sensible aux mythes résistentialistes de leurs parents et qui est donc plus encline à écouter des voix discordantes, comme celle de Marcel Ophuls qui sort un documentaire retentissant en 1971, Le chagrin et la pitié. Au cours de cette période, on assiste également au réveil de la mémoire juive, grâce notamment à la mobilisation de certains porte-parole de cette communauté, qui portent à la connaissance du grand public toute la spécificité et toute l'horreur de la déportation et du génocide des Juifs au cours de la Seconde Guerre mondiale, et qui sont des événements qui ont été tus à la Libération. Donc ceci passe par exemple, le procès de certains dignitaires nazis, comme Adolf Eichmann, qui est jugé en Israël dès 1961, par l'action des époux Klarsfeld, qui commencent à cette époque leur traque des anciens dignitaires nazis, ou à la réalisation de certains documentaires qui frappent particulièrement l'opinion publique, à l'image du documentaire Shoah de Claude Lanzmann, qui sort dans les salles en 1985. Donc le réveil de ces nouvelles mémoires de la Seconde Guerre mondiale prépare l'opinion française à un regard critique sur cette période de l'histoire. C'est notamment le temps des premiers grands procès, comme celui de Klaus Barbie, qui était donc le chef de la Gestapo de Lyon, et dont le procès s'ouvre dans cette même ville en 1987. Les historiens, comme on va le voir dans la troisième partie, vont également prendre leur part à cette nouvelle lecture critique du passé. Alors, au tournant des années 80 et 90, l'existence de mémoires différentes de la Seconde Guerre mondiale pose cependant un certain nombre de problèmes face auxquels les historiens, en général, vont adopter différentes positions. Alors, dans une première sous-partie, il faudrait revenir sur un propos un peu plus général et notamment sur la fameuse opposition entre mémoire et histoire, sur laquelle nous avons travaillé en introduction à ce thème. En effet, au début des années 1990, on assiste à une floraison de travaux d'historiens qui déconstruisent certains discours officiels et qui reviennent notamment sur l'histoire du régime de Vichy et de la collaboration, dans la lignée des travaux pionniers d'un historien américain, Robert Paxton, qui dans son livre « La France de Vichy », publié en 1972, avait déjà souligné la proximité de l'État français avec la politique menée par les nazis. Au cours de cette période, les historiens interviennent également de plus en plus dans le débat public. Pourquoi ? Parce que tout simplement, un certain nombre de discours alternatifs sur la Seconde Guerre mondiale et son histoire commencent à émerger, et notamment des thèses négationnistes qui nient l'existence des chambres à gaz et l'existence du génocide des Juifs. Les historiens interviennent donc grâce à leur expertise, grâce à leur travail d'historien dans ce débat pour rétablir la vérité. Au cours des années 1990, les historiens prennent également position face aux lois mémorielles et au devoir de mémoire qui est organisé par certains acteurs et notamment par l'État dans sa volonté de prendre acte de l'émergence des nouvelles mémoires de la Seconde Guerre mondiale que nous avons étudiées. C'est l'époque notamment où, en 1995, Jacques Chirac, président de la République, reconnaît la responsabilité de l'État français dans la déportation et l'extermination des Juifs. Enfin, les lois mémorielles posent un certain nombre de débats chez les historiens, donc à l'image de la loi Guessot, qui est votée en 1990. Alors, si les historiens reconnaissent le côté positif de cette loi, qui a permis de faire taire les négationnistes, certains arguent du fait que, dans le fond, en imposant ces lois, l'État impose une vérité unique, ce qui peut donc rendre plus difficile le travail des historiens.